Bonsoir à tous et bienvenue dans le best-of de 52 minutes avec. Depuis le début du mois de septembre, chaque semaine sur ce plateau ont défilé des personnalités d'horizons et de mondes divers, artistes, peintres, écrivains, réalisateurs, acteurs, cantatrices, anthropologues, sociologues, ethnologues, éditeurs, militants des droits de l'homme, militants culturels ou encore sportifs. Ils ont partagé avec nous leurs passions, leurs histoires, leurs moments de bonheur, mais aussi de frustration et de doute, leurs aspirations, leurs rêves. Je tiens à les remercier sincèrement de s'être confiés à nous à cœur ouvert, sans filtre, de nous avoir fait confiance et je vous propose de revoir quelques moments forts de ces belles immersions avec eux. Nous allons commencer par notre dernier invité, Malek Khamis, un acteur d'une sensibilité à fleur de peau et qui ne manque pas de finesse, d'intelligence ni de culture. L'un des rares acteurs marocains avec une véritable formation académique au cinéma comme au théâtre. Un acteur qui a vécu de longues années en France et qui a été formé au Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine et suivi des cours d'art dramatique à l'école de Lasson, en plus de nombreux stages au théâtre comme au cinéma et aux techniques et à l'art de l'acting. Un acteur qui ne joue pas, qui n'incarne pas, mais qui vit pleinement, intensément le rôle. Ce qui est intéressant, ce sont les gens complexes. Est-ce que c'est ce qui vous parle, vous? C'est ça qui me parle, comment dirais-je, les rôles qui sont un peu complexes, composés. Borderline aussi? Oui, surtout borderline, j'adore ça parce que je prends du plaisir. Parce que ça me pousse à creuser, ça me pousse à me fondre dans les entrailles de ces personnages. Moi, ce que je fais, il y a ma personne, il y a mon personnage, il y a la réalité, il y a la fiction. Oui. Je nourris mon personnage avec ma personne et ce que je fais, je ne mélange pas, mais je tisse, c'est du tissage, c'est de l'artisanat. Et à un moment donné, ce personnage devient moi à un moment donné parce que tellement que je ne le joue pas, je ne l'incarne pas, je le vis. Voilà, moi j'adore le défi, j'aime pas le confort. J'aime sortir je sors de moi-même et je fais des balades dans les autres vies, voilà. Alors, il y en a qui disent l'acteur, c'est quelqu'un qui bouffe la vie et puis qu'il a des gueules en jouant. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi ça. On va voir une démo de vous et puis on va poursuivre notre entretien. Voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je sais pas. J'avais peut-être l'espoir secret qu'elle ne t'aime pas. Qu'elle veuille venir avec moi. Mais tous les habitants du village disent que Leïla t'aime. Elle me bat! Elle me bat! اعطيني اتساع اخويا ما طلعت لي النهر منين؟ اش درت لك انا؟ كتقول لي اش درت ليا؟ كنشوف كيصلحوا فيا وما داير والو. شي بعدين خاص مشيت بحيره. هذا من الماركه. Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu me veux? Ça t'a pas suffi ce que tu m'as fait? Leïla, je t'aime. À l'occasion de l'exploit de l'équipe marocaine de football à la Coupe du Monde du Qatar, nous avons reçu Abdelrahim Bourkia, écrivain, sociologue, spécialiste du sport, consultant en déviance et contextes sociaux et professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université Hassan Ier de Stade.
Avec lui, nous avons essayé de comprendre ce sport magique qui nous réconcilie avec l'incertain et nous fait redécouvrir le plaisir de la surprise, qui nous rappelle que pour être pleinement humain, nous devons affronter la peur et la douleur et nous offre l'expérience de l'unité, de la fraternité, du patriotisme et de l'amour inconditionnel de notre pays et de notre drapeau. Il y a toujours ce chevauchement entre le footballistique, le sportif, et aussi le côté un peu politique, culturel et social. Ils étaient toujours porteurs d'un discours, ils sont toujours aussi là pour dénoncer un peu les faits sociaux, la cherté de la vie, la pauvreté aussi, donc l'oppression aussi. Donc, et ça fait partie aussi d'un groupe ultra. Donc c'est des choses qu'on ne trouve pas. Et du coup, donc, un groupe ultra, pour un jeune, c'est une maison, c'est une seconde famille aussi, qui lui donne aussi l'occasion de s'exprimer et aussi de travailler. Une division de travail bien faite, il y a quand même une division de tâches bien huilée aussi au sein des groupes ultra. Et ça, c'est des choses que le jeune qui n'a pas fait des études, qui n'est pas issu d'une famille un peu aisée, une famille de la classe moyenne, il n'a pas l'occasion de s'exprimer aussi, il n'a pas l'occasion de trouver une place. On sait parfaitement aussi que c'est difficile de trouver sa place au sein de la société marocaine. Et du coup, donc, les partis politiques, les associations classiques n'ouvrent pas la porte, ne ratissent pas l'arche, mais les groupes ultra, ils ont vraiment adopté ce jeune-là de 12, 13 ans, 14 ans, lui ont donné cette chance-là de prouver son existence d'une manière ou d'une autre et aussi de montrer son dévouement indéfectible à un club de foot. Donc il y a peut-être un travail à faire pour encadrer les groupes ultra. Oui, moi je le dis, il ne faut pas encadrer parce qu'ils vont toujours refuser, mais il y a toujours, mais il y a toujours les des liaisons. Pour eux... Toujours des liaisons, mais il faut vraiment, à mon avis, donc, c'est pas que le ils sont fédérateurs, oui. ils attirent beaucoup de jeunes, donc autant pas se les approprier, mais pas les domestiquer. Pas les domestiquer, non, pas les domestiquer, mais leur donner les moyens, peut-être moi, mon les avis, orienter vers... Il ne faut pas vraiment qu'on dissocie un peu le travail. Il faut travailler auprès des jeunes, des enfants, des écoles scolarisées. Il faut vraiment ouvrir, il faut redorer un peu le blason des maisons de jeunesse, les maisons de jeunes de l'époque. Il faut vraiment qu'on donne quelque chose, donne aussi l'occasion à la famille, parce que c'est vraiment la socialisation, ça commence avec la famille, maison de jeunes, dès le départ. Et après, donc, il y a l'école aussi, parce que moi, je ne peux pas vraiment séparer le rôle de l'enseignant, de l'éducateur. Il faut vraiment qu'ils jouent le jeu, les deux. C'est difficile, hein. C'est là où vraiment, je dis, nous sommes tous ultra aussi. Je tire toujours chapeau à l'enseignant qui est affecté à une bourgade vraiment perdue, où vraiment il doit parcourir quand même des kilomètres pour arriver à son lieu de travail. Celui-là, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il fait son travail d'enseignant, mais aussi il donne aussi une manière de voir, une manière de faire, et aussi il apprend aux jeunes une manière de rêver. Donc il apporte beaucoup de choses avec lui. Et du coup, moi il faut qu'on soutienne ce genre cet enseignant-là pour vraiment faire des choses avec eux. Donc, en fait, c'est un travail, c'est comme un plan Marshall qui vraiment, on doit toucher la jeunesse d'un côté, mais aussi ceux qui peuvent jouer le relais entre... Et qu'on trouve dans le sport. Sa voix a plus de souvenirs que si elle avait 1000 ans. Elle est la voix de l'histoire, des conquêtes, des chutes, des paradis perdus, des fastes mythiques, des mythes fastueux, celles des joies et des célébrations, des pleurs et des gémissements, des exilés, des empires, des routes, de Séville, de Grenade, de Fès, de Jérusalem, de Salonique et de Constantinople, du déracinement, des retrouvailles. Sa voix est le lieu magique et improbable où se rencontrent le sacré et le profane, les religions, les cultures et les civilisations. Françoise Atlan, une des plus grandes et des plus authentiques interprètes des chansons traditionnelles du bassin méditerranéen, chanteuse, compositrice, chercheuse en ethnomusicologie, enseignante de piano et de chant. Regardez. Il y a un moment particulier que vous avez vécu en 2019. Parlez-nous de ce moment et pourquoi vous le considérez comme le plus beau moment de votre carrière. Alors en fait, c'était lors de la visite de Sa Sainteté le Pape dans les pays arabes, puis il est venu au Maroc et j'avais été contactée pas mal de temps avant pour me dire voilà, il y aura un concert pour la venue du Pape au Maroc. Et puis plus de nouvelles. Et puis à peu près au début du mois de mars, donc je me demandais qu'est-ce qui va se passer.
on m'annonce de façon, on va dire, successive que le concert aura lieu à telle date et que Sa Majesté sera présent. Et donc, on ne s'est pas du tout préparé à cette aventure-là. Et j'en ai un souvenir absolument incroyable. Et oui, effectivement, chanter, je ne me rappelle pas du tout de combien de temps ça durait, ni de ce que j'ai chanté, ni de comment j'étais. C'était un moment absolument incroyable et je me rappellerai toujours ce qui m'a beaucoup, beaucoup émue. Et j'ai toujours cette idée, c'est qu'on est parti très, très tôt le matin de l'hôtel. Et dans la voiture du Palais Royal qui nous emmenait dans les rues désertes de Rabat, il pleuviotait, pas comme aujourd'hui. Oui. Il pleuviotait et il n'y avait personne, donc les barrières étaient... déjà, toutes les barrières étaient là puisqu'il y avait un pape et un roi, c'est quand même beaucoup. Oui. Et dans cette voiture, j'étais en train de me concentrer et je voyais à droite le pavillon, le drapeau du Vatican qui flottait et le drapeau marocain de l'autre. Je me suis dit, mais dans quel pays musulman où on a ça? Dans quel pays? Et voilà, j'étais déjà prête à chanter avec ça. C'était un moment très, très, très intense, déjà pour l'auditoire, pour nous, et j'imagine que ça devait être quelque chose d'exceptionnel pour le trio qui était sur scène, parce que vous avez chanté aux côtés du muezzin, j'avais son nom, Smahi. Et on va écouter un petit extrait pour le plaisir, parce que c'est vraiment sublime. أشهد أن لا إله إلا C'était aux côtés de Mohamed Smahi Harrati et de Caroline Casatsu. Avec son papa, Jean-Claude Casatsu, le grand chef d'orchestre qui nous dirigeait, et l'Orchestre symphonique du Maroc. On le qualifie souvent d'artiste conceptuel, d'enfant terrible du cinéma marocain, d'original, d'iconoclaste, voire de subversif. Une chose est sûre, Hicham El Asri, que nous avons eu le plaisir de recevoir, est un artiste talentueux, l'un des plus talentueux et des plus intéressants de sa génération au Maroc, des plus intrigants et des plus créatifs, comme devrait l'être, j'ai envie de dire, tout vrai artiste. Réalisateur, scénariste, romancier, dessinateur, musicien à ses heures, un artiste sans cesse à la recherche de nouveaux modes d'expression, de nouveaux mondes. Son dernier souci, les frontières entre les genres. Ses œuvres, courts-métrages, longs-métrages, romans, BD, clips, web, séries, fascinent, interpellent, dérangent, déplaisent, surprennent, choquent, en tout cas, ne laissent jamais indifférent. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est la dialectique. La dialectique, c'est quoi? Je fais un film, je le bazarde comme ça face aux gens, et il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue entre eux. Parce que je ne fais pas des choses plaisantes. Les choses plaisantes sont oubliables. On consomme McDonald's, c'est plaisant, mais à un moment donné, ça passe, quoi. On devient qu'un tube digestif. Absolument. Ça, c'est... on voyait ça, c'est The End. On va peut-être voir un petit extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas la filmographie. Et puis, un petit extrait de The End et peut-être de Darba Farras. قولوا لا خرجوا قولوا لا ما
Comment j'envisage la narration? C'est-à-dire, généralement, je me méfie toujours du dialogue. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui peut écrire facilement des dialogues. Mais parce qu'en fait, le dialogue, si on commence à écrire des dialogues, on va filmer des gens close-up. Or, ce qui m'intéresse, c'est la perspective de l'homme qui se détache de la fraise. C'est-à-dire, moi, je ne filme des gens dans des décors. Donc, les plans sont larges, parfois c'est en mouvement, parfois c'est pas en mouvement. J'ai fait des films où ça bougeait beaucoup, comme c'est Eux les chiens, comme j'ai fait des films en plan statique, complètement, comme Jahiliya. Il y avait des choix esthétiques clairs, nets, et pour question de rythme, mais aussi pour une question d'impact. Oui. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir un œil, de savoir positionner sa caméra. Moi, je fais partie de cette génération qui a appris à faire du cinéma en 35 mm. Donc, avant de venir sur mon plateau, je connais exactement les axes, je maîtrise exactement ce que je veux raconter, le plan, etc. Et même dans la recherche de décors, tous les décors, voilà, un mur comme ça, il faut aller le chercher. Oui. C'est dans ce détail-là où ça se joue. C'est très important parce que vous, ça, c'est votre laboratoire, votre cuisine. Mais les téléspectateurs, ce qu'ils ressentent, ce sont des films qui remuent, qui touchent. Ouais. Ça dépend de ceux qui reçoivent. Et puis, il y a beaucoup de poésie et puis qui vous font voyager. Ailleurs, c'est très important. Tout en étant à Casa ou à Insba, on est ailleurs, mais en fait, on est chez nous. Mais on ne nous voit pas comme on est. Est-ce qu'on a un problème avec ce que nous renvoie notre image? Est-ce qu'on a un peu de... Ce qu'on voit, c'est pas nous, en fait, on voit... Bon, je ne vais pas dire schizophrénie, parce que tout le monde dit les Marocains sont schizophrènes, les Marocains sont schizophrènes. Non, je pense que c'est la crise de valeur artistique qu'on a est très simple. C'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, en fait, on s'adresse à qui, par qui. C'est-à-dire, quand on essaie de parler de nous, il y a toujours un discours un peu démago qui sort, ou un discours un peu nihiliste. C'est-à-dire, tout est mauvais, tout est machin, etc. Et, bon, c'est des gens qui ne foutent rien de leur vie. Très manichéen. Ça, c'est les 40 millions maintenant qui sont devenus des entraîneurs d'équipe nationale, qui sont assis au café. Donc, chaque saison, ils changent de métier. Tout le monde fait sa tactique. Donc, ça, ils ne sont pas intéressants. Et puis, en fait, il y a des gens qui sont dans la démagogie. La démagogie rejoint énormément l'activisme politico, socialo, etc. C'est beaucoup de gens qui n'ont rien à dire, qui doivent prendre des chevaux de Troie pour dire ouais, la femme, le machin et tout ça, et qui disent des choses énormes, terribles, drôles parfois, en enfonçant des portes ouvertes. Comment réussir en fait à s'inventer une singularité en racontant des choses qu'on a l'impression de voir, qui sont là, qui sont à la lisière de notre fenêtre, quand on conduit, etc., mais qu'on ne regarde pas parce qu'on est obnubilé. Mais c'est la capacité en fait à observer. La liberté d'expression, de ton et d'idées, l'engagement dans l'action et la citoyenneté de cœur et d'esprit, bien plus qu'un éditeur, Abdelkader Tnani s'est investi d'une mission qui relève d'un défi, d'un sacerdoce, celui de garantir le droit à l'information et à l'expression au Maroc, mais aussi au Maghreb et en Afrique, et de faire aimer l'écriture et la lecture à tous, à commencer par les enfants et les jeunes générations. Un amour qui lui a offert des moments d'une intensité, de sens indicible. C'est un résistant du livre et de la culture, un homme doué d'une résilience surprenante face à un ancien monde qui s'écroule et qui laisse place à l'hégémonie d'un nouveau monde, celui du digital. Pour la pandémie, j'ai édité 125 livres. 125 livres. C'est kamikaze. Est-ce qu'on peut parler de rentrée littéraire au Maroc? Est-ce qu'on a une rentrée littéraire ou pas du tout? Alors, moi, j'ai essayé de faire une en 2014 qui a donné de bons résultats. 2014, 2015, 2016, 2017, on réunissait à peu près une douzaine d'éditeurs avec 200 titres nouveaux. Et pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que je voulais qu'il y ait une rentrée littéraire. C'est rentré dans l'esprit des gens, mais je voulais montrer qu'au Maroc, on sort des livres aussi. Oui. Parce que nous ne faisons pas beaucoup de bruit, mais comme vous voyez en Afrique, ils sortent 2, 4, 5 fois moins que nous. Oui. Et ils en parlent beaucoup plus. Donc ça a tenu jusqu'en 2019. Oui. Il y a eu la pandémie, 2020, à partir de 2020, 2021. Et je pense que nous allons en faire une autre bientôt, en janvier 2023. 2023. Mais il y a un problème parce que, oui, on dit qu'on sort des livres, mais il y a des pays beaucoup plus petits qui sortent plus de livres que nous, parce qu'il y a une tradition. Par exemple, on va prendre l'exemple du Liban, qui sont quoi, 5-6 millions? C'est le mauvais exemple que vous me donnez parce que Pourquoi? le Liban,
Ben, écoutez, les Phéniciens sont passés par le Liban. L'imprimerie est rentrée au XVIIIe siècle au Liban par les frères Oui. et l'Église également. Et c'est un pays qui vend 90% de sa production aux pays arabes. Alors, ce qui fait que il produit plus que nous. Oui. Mais c'est une tradition. Nous sommes en train de grignoter. On avance. Oui, c'est une tradition. Pas à la vitesse que moi j'aurais souhaité, mais on avance quand même. On entend souvent dire que les Marocains ne lisent pas et qu'ils lisent de moins en moins. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi? Ah ben, si c'était vrai, il y a longtemps que j'aurais fermé d'abord. C'est la question. Lire pour lire. Il faut leur donner des endroits où lire. Donc on n'a pas d'endroit. On n'a pour pas lire. d'endroit. Vous aviez donné des éléments. chiffres, oui, concernant les librairies qui m'ont choqué, moi. Il n'y a pas, au Maroc, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques municipales. Oui. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je suis à Rabat, c'est la capitale. Ziane, je suis de la capitale économique. C'est le moteur du Maroc. Il n'y a pas de bibliothèque. Pour que les Marocains, les 5 millions d'habitants de Maroc, À peuvent Casablanca. aller à Casablanca. Ça, c'est un drame. On a la chance d'avoir la Bibliothèque nationale ici, qui est un lieu magnifique. Oui, mais est-ce qu'il faut se déplacer de Casablanca pour venir à Rabat? Les Non. gens ne se déplacent pas que de Casablanca, ils viennent de Oujda, ils Non, viennent mais- de... Et pourquoi pas Casablanca ne peut pas être le centre de... On a 21, au niveau des préfectures, on en a 21. On ne peut pas avoir 21 bibliothèques. Oui, C'est très simple. oui. On a la région de Casablanca, la région Casablanca-Stade est une région assez riche. Oui. On peut avoir des bibliothèques. On n'a pas de librairie Il y a un suffisamment. problème pour les librairies parce qu'on a régressé au lieu d'évoluer, parce qu'en l'espace de 15 ans, vous avez dit qu'il y a moins, 40% de moins de librairies. 65 Il y en a librairies. combien aujourd'hui à 60 Casablanca? 65 librairies en 1987, Oui, à l'occasion du premier salon de Casablanca du livre. oui. On est actuellement 20. Au départ, rien ne prédestinait cet invité à être un artiste et encore moins un artiste peintre. Enfant, ce n'était pas le plus brillant parmi ses pairs en dessin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Abdelrahman Wardan est aujourd'hui l'un des artistes les plus éclectiques de son époque, du continent et d'ailleurs. Un artiste en perpétuelle régénérescence, toujours à la quête et à la conquête de nouveaux territoires d'expression artistique en peinture, sculpture, installation et performance. Un artiste qui navigue agilement dans le temps et l'espace et dans la richesse infinie des pluralités transculturelles. Vous savez, l'émotion, la passion, l'amour que vous avez pour une personne ou pour une chose, et ça demeure en vous. Et vous avez beau le chasser, il revient. Et mon amour pour Émile Syll est très, très fort. Émile Syll est toujours présent, même si je ne le représente pas dans mes toiles, parce que pour créer, j'ai besoin de rêver. Et rêver, ça ne vient pas comme ça. On ne fait pas une commande pour un rêve. Le rêve arrive lorsque les barrières du conscient tombent. Et alors là, on se permet toute liberté. Et moi, quand je rêve, évidemment, je revois encore Émile Syll, je revois cette ambiance extraordinaire Oui. que j'ai vécue et ces émotions qui sont toujours enfuies en moi-même et que je ressors sous Absolument. d'autres formes. Il y a eu aussi une époque du cercle, que vous appelez le cercle de la fragilité. Oui. Voilà, non, ça c'est autre chose. Ça, c'est avec On va en parler notre ami tout à l'heure. Alfadi, on va Oui. en parler. C'est Oui. une autre expérience. Oui. Qu'est-ce que vous appelez par cercle de la fragilité? Là, c'est un autre piège dans lequel je suis tombé dans ma création Oui. parce que et je suis resté prisonnier du cercle pendant au moins 4 ou 5 années. Parce que j'ai remarqué que dans notre vie au quotidien, nous vivons beaucoup dans le rectiligne, beaucoup dans la ligne. Et on est, chaque fois qu'on est dans une forme circulaire, on est ébranlé, on est perdu. Regardez le cirque, par exemple, la roue, tout ce qui tourne, nous ébranle et nous tourne. Et moi, je voulais évidemment emprunter
emprunter cette voie. On parle de challenge, c'est encore un autre challenge. Je dis non, moi je vais emprunter le cercle, je vais emprunter le circulaire et je vais essayer à l'intérieur de ce cercle de créer, de produire. C'est extrêmement difficile. Et vous en avez fait beaucoup de toiles Oui, en forme de cercle, oui. parce que vous dites que ça vous permet de transmettre l'essentiel. Vous dites la fragilité de l'espèce, Oui. la fatalité de l'inévitable extinction d'un cycle de vie et l'urgence pour l'homme de faire appel à l'intelligence collective pour que chaque vie puisse prospérer dans un monde meilleur. Tout à fait, tout à fait. Vous C'était savez, ça. toute notre vie, c'est des cercles. Nous sommes conçus dans le monde qui est un Oui, cercle. oui. Nous sortons dans la famille qui est le petit cercle. Nous allons dans la société qui est un autre grand cercle, l'univers un autre cercle, jusqu'à la mort. Et en fait, ce sont des cercles et des cycles de vie qui se forment dans lesquels on vit. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on est fragile. Devant Oui. tout ça, on Oui. a beau être ce qu'on est, on est fragile. Elle s'appelle Carole Latifa Amer et elle sillonne les routes et relie les mondes, les êtres, les religions et toutes les formes de spiritualité depuis 25 ans. Il y a 25 ans, elle a rencontré la beauté, l'amour et la présence divine en Inde où elle a embrassé l'islam et le soufisme. Carole Latifa Amir est entre autres la directrice artistique du festival de Fès de la culture soufie et cofondatrice de la plateforme numérique soufihéritage.com. Très engagée dans la sauvegarde des arts sacrés et leur enrichissement, leur pérennisation à travers des spectacles et des créations contemporaines, concerts, récitals de poésie en lien avec la culture d'islam et l'art occidental. Ce voyage en Inde, vous deviez partir pour un séjour, pour approfondir vos connaissances en soufisme. C'était toujours dans le cadre de vos recherches, de vos études. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes resté finalement. Je suis restée, en fait, c'est l'appel de Dieu, quand Dieu vient vous chercher. C'est ce que j'enseigne toujours, c'est qu'il n'y a pas de quête de Dieu, puisque Dieu se révèle en premier à vous, quelle que soit notre tradition de départ. Même, par exemple, on va prendre le cas de l'islam, même lorsqu'on est de tradition musulmane, qu'on est élevé dans la culture musulmane, il y a un moment de notre vie où Dieu vient nous chercher. C'est une grande histoire d'amour, et là, après, on recherche une proximité avec le divin. Oui. Mais souvent, c'est vrai que les personnes ne savent pas que finalement c'est cette rencontre avec Dieu, que c'est Dieu qui vient les chercher. Oui, je sais que vous n'aimez pas ça, mais vous êtes de tradition chrétienne, vous allez là-bas, il y a l'appel de Dieu, et puis c'est quand même embrasser l'islam, parce que comme vous le dites si joliment, j'adore l'expression, c'est quand même un pas à franchir. Oh ben non, en fait, pour vous, c'était pas... c'est toute ma vie qui est comme ça. Quelque part, c'est d'être au service de Dieu. On ne se pose pas de questions. Puis c'est vrai que je suis dans un processus plutôt de spiritualité en action. Donc, bon, je ne veux pas dire qu'on est complètement idiot et qu'on ne réfléchit pas, bien au contraire. Mais en fait, c'est le cœur qui va nous diriger. Il y a une belle histoire dans le Masnaoui de Rumi, entre Leïla et Majnoun, où Majnoun veut rejoindre Leïla, et donc Leïla c'est l'essence divine qu'elle symbolise, et donc il y va à chameau, et au fur et à mesure, vous voyez, avec le chameau qui dodeline, Majnoun s'endort et finalement laisse aller les rênes, et bien le chameau fait quoi? Il retourne à l'étable. Donc ça, c'est l'image de notre nafs, que lorsqu'on ne dirige pas avec nos rênes et avec la raison, on retourne à l'étable. Nafs qu'on peut traduire, est-ce que c'est l'âme ou l'esprit? Alors, la traduction en français, c'est l'âme, oui. Et l'esprit, c'est ruh. Voilà. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des confusions. Il y a des confusions, c'est ça. Et qu'il vaut peut-être mieux employer le mot d'origine arabe, comme ça, nafs. on ne se trompe pas. Oui. Et alors, ce que je voulais dire sur cette histoire, c'est que c'est toujours le cœur qui nous dirige, mais qu'ensuite, il faut la raison pour ne pas retourner à l'étable. Oui. Ça me paraît important. Alors, vous découvrez le soufisme en Inde, vous rencontrez votre mari, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est l'amour divin ici-bas, en fait. C'est ce qui ouvre le cœur. L'amour entre les êtres, c'est ce qui va ouvrir notre cœur. On ne peut pas aimer Dieu si ici-bas, déjà, on n'ouvre pas notre cœur. Mais pourquoi vous choisissez la voie soufie Chichia? Et que pouvez-vous nous dire sur cette voie soufie, sa particularité? Alors,
Déjà, je ne pense pas qu'on choisisse sa voix, c'est elle qui nous choisit. Je pense qu'il y a un moment où on reçoit les signes et on n'y peut rien. Voilà. Ça, et je suis entrée, entre guillemets, dans cette voie. Je dis entre guillemets parce que c'est ce qu'on va appeler une tarika, une confrérie plutôt de baraka. Il n'y a plus vraiment de maîtres spirituels, comme on peut en trouver au Maroc. Et ça, depuis pratiquement le décès de Khwaja Moïnoudine Chishti, donc au XIIe siècle. Le fondateur de la confrérie Ben, ce n'est pas le fondateur de la confrérie. En tout cas, c'est lui qui a amené la confrérie en Inde et qui a permis... C'était en Afghanistan au départ en Afghanistan, dans la ville de Chisht. Voilà. Donc, ce n'est pas le nom d'un saint fondateur, mais c'est lié à une ville qui est près de Herat, donc aujourd'hui en Afghanistan, et qui était dans le Khorasan. Être marginal, c'est proposer une alternative à la masse. Et c'est dans ces interstices de la société, dans ces lignes de fuite, que notre invité s'est immergé dans une démarche sociologique, anthropologique et parfois ethnographique pour explorer et essayer de comprendre l'altérité, les petits espaces de résistance aux normes sociales, culturelles et politiques. Khalid Mouna est anthropologue, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines Moulay Ismail de Meknès, professeur à l'université de Ca' Foscari à Venise. Il a été aussi entre autres professeurs invités à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Il est l'un des premiers chercheurs à avoir mené un travail sur la construction du pouvoir autour de l'économie du cannabis et à s'intéresser à la sociologie de la consommation de la drogue au Maroc dans son livre Le bled du Rif, économie et pouvoir chez Lectama. Il a aussi mené une étude anthropologique sur la région du Rif dans son livre L'identité de la marge. Vient de publier L'éloge de l'inversion, sexualité et rites de transgression au Maghreb, où il tente de comprendre et d'expliquer le rapport au corps, au genre et au pouvoir à partir des rites consacrés à Aïcha Hamdouchia dans la communauté de Sidi Ali Ben Hamdouche. Un extrait. Il y a aussi un écrivain qui vous a marqué, un livre qui vous a marqué. C'est Félix Guattari et Gilles Doulouse en fait, qui m'ont beaucoup marqué en fait, à travers la ligne de fuite. La ligne de fuite. Qui va continuer en fait, qui continue aussi à me marquer encore aujourd'hui. Et du coup, en fait, l'idée principale de ce travail, qui commence déjà avec le premier livre en 2010, avec Le bled du Kif, c'était de comprendre à la fois la construction de pouvoir autour de l'économie du cannabis. Comment on devient en fait ce qu'on appelle dans le Nord par le business. Pas au sens de casa ou de... Le business, c'est le vendeur de petits... Le business, c'est un gros baron, en fait. D'accord. Comment on devient, comment on domine un territoire, comment on domine une culture, comment on domine, en fait, les relations c'est une région avec ses propres codes et ça remonte à très, très loin parce que vous remontez même au Xe siècle, puis aux origines des Ktama. Essayer de comprendre un peu, de décortiquer tout cet espace-là avec aller vivre avec les gens, discuter avec eux. Ce sont une bonne partie de ces producteurs aussi avec lesquels je travaille, c'est aussi des proches, des amis avec lesquels. Et je reviens aussi, comme par hasard, sur des villages où il y avait des copains de collège et de lycée, en fait. C'est leur village d'origine, en fait. Ça m'a beaucoup facilité, en fait, le terrain. Et à un moment donné, en fait, faire à mesure, en fait, si le premier livre, il est très ethnographique. Ce deuxième, il est très différent parce qu'en fait, je le pense d'une manière, la structure, en fait, ou la morphologie du livre me ramène à une autre réflexion qui est fondée essentiellement sur l'idée que on a beaucoup centré en fait nos études sur le centre et on a vu la société marocaine au prisme du centre, d'accord, et qu'on n'a jamais vu la société marocaine au prisme en fait de ses marges. Et comment ces marges viennent transformer le centre et qu'ils finissent par se centraliser et c'est le centre qui se marginalise. Oui. Et que quand on revient en fait réellement dans l'histoire du Maroc, ce qu'on appelle en fait le harka ou la razia, ou le sultan est sur son cheval et tout, mais Bled Siba en réalité en fait c'est une conception un peu colonialiste mais qui ne reflète pas en fait la réalité. Bled Siba c'est un espace aussi qui refuse tout en voulant négocier avec le pouvoir central des nouveaux termes de contrat en fait. Et du coup en fait le sultan part à la conquête de ces territoires, ce qui fait en réalité, contrairement à l'idée reçue en anthropologie, c'est le centre qui fait les marges, mais en réalité, c'est les marges qui font le centre, en fait. On peut être mouton ou bien être dans la marge. Exactement. Et quand on est dans la marge, on peut changer les choses. Exactement. Ce sont des lignes, en fait. Oui, ce sont des lignes.
Mariam était son nom. Ce n'est pas la première enfant et ne sera malheureusement pas la dernière à mourir des suites d'un avortement clandestin. Notre invité en sait quelque chose. Des enfants, des jeunes filles comme elle, il en meurt des dizaines chaque année au Maroc. Elles partent souvent à la fleur de l'âge, victimes de viols, d'inceste, d'abus de confiance ou d'amour. C'est pour ces victimes que notre invité, le gynécologue obstétricien et président fondateur de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, le professeur Chakib Shafiq Cheribi, a fondé l'AMLAC. Il se bat depuis des années pour toutes ces jeunes filles, ces femmes qu'il voyait défiler à la maternité, vulnérables, désemparées, et toutes les autres qui fuyaient comme des voleuses, la mort dans l'âme, couvertes de honte et de regret en abandonnant une part d'elles-mêmes, leur bébé, avant le lever du jour, quand elles ne le jetaient pas à la poubelle. Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on ne peut pas comprendre des choses aussi claires. Je vais vous dire, quand on voit une grossesse non désirée, et n'importe qui peut tomber dans ce piège de grossesse non désirée. Il y en a qui ont eu des rapports, mais qui ne prenaient pas la contraception parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissent pas la contraception, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation. Vous allez peut-être reposer le micro parce que... Ok, je pensais que je parlais de micro. Non. Et là, c'est déstressant. Hein, moi aussi, j'ai oublié, mais bon, effectivement, c'est déstressant. Oui, pour celles qui tombent, oui. Oui, ou bien celles qui prennent une contraception, soit la pilule, soit le stérilet, soit celles qui ont même ligaturé leur trompe, et qui, malgré cela, tombent enceintes. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus? Elles ont tout fait, elles sont pas... Et puis, elles ne font pas de gaieté de cœur quand elles veulent se faire avorter. Vous l'avez dit, c'est traumatisant. Et puis aussi, de voir des personnes qui viennent pour des viols, des jeunes filles. Imaginez, j'ai eu une qui me racontait, et la pauvre, elle a fini jusqu'à l'accouchement. Et elle est venue accoucher chez nous. Elle m'a raconté qu'elle partait passer son jour d'examen. Elle avait 21 ans, et elle est montée dans un taxi, et elle a été violée. Elle s'est retrouvée à midi, alors que c'était à 8 h du matin, à midi, endormie dans un champ. Elle avait été violée, et elle n'avait pas su, jusqu'à l'âge de 4 mois, finalement, elle a suivi, et ses parents ne le savaient même pas. Par la suite, c'est quand elle est venue accoucher que j'ai appelé les parents, parce qu'il fallait absolument que finalement... Et il se trouvait que la mère était dans une association de défense, justement, dans une association féminine. Elle est venue, elle m'a dit, mais je ne comprends pas comment ma fille... Et la fille a dit, non, je ne voulais pas blesser mes parents, je ne voulais pas... je sais qu'ils ont... Alors que la mère était très compréhensive. Le père n'est pas venu, mais la mère était très, très, très compréhensive. Il y a des situations d'inceste, comme j'ai dit. Il y a des situations de jeunes filles arriérées mentales. Il y a des situations de malformations fœtales graves. Il y a des situations de femmes qui sont arrivées à 48 ans pensant qu'elles sont à la périménopause, qu'elles n'auront plus d'enfants et que finalement elles tombent enceintes. Elles viennent vous dire, mais docteur, comment moi, à mon âge, j'ai 48 ans, j'ai des enfants qui sont d'un certain âge et j'ai même des petits-enfants. Oui. Comment est-ce que bien des femmes qui sont dépressives, c'est de la maladie mentale qui n'est pas prise en considération comme une maladie. Absolument, absolument. Si on suit le texte, qu'on sait, ça peut porter préjudice à la santé de la femme. De quelle santé on parle? Absolument. Et là, on va y arriver, justement. Vous avez parfaitement raison. Alors, ces personnes qui ont ces grossesses non désirées, fortement non désirées, il faut vraiment se mettre à leur place. Elles sentent, et vraiment, parce qu'il y en a d'autres, ouais, elle n'aurait pas dû faire ça. Mais elle s'est faite violer, ou elle a subi un inceste, ou elle a subi quelque chose de grave. C'est pas de sa faute. Rahal Boubrik est fils de nomade, petit-fils de nomade, arrière-petit-fils de nomade et nomade dans son enfance. Un enfant né sous une khaïma dans la région de Tantan, un petit nomade bercé par le sirocco du désert et parfois par les caresses de son vent qui peut se faire aussi doux que les chants de sa mère et que ses mains dans ses cheveux. L'enfant nomade est devenu un anthropologue de renommée, un des plus grands spécialistes de la recherche sur l'histoire et l'anthropologie dans l'Ouest saharien et a publié de nombreux ouvrages de référence. Il est enseignant-chercheur
d'anthropologie et d'histoire à l'Institut des études africaines, Université Mohammed V, Rabat. Il était aussi, entre autres, directeur du Centre des études sahariennes, conseiller auprès du président du CNDH. Mes premières recherches, première mémoire de licence à l'époque, avec le professeur Ahmed Bourkia, c'était sur Tantan, sur ce changement de la bédouinité vers la citadinité. Oui. Et plus tard, ma thèse, c'était sur l'Ouest saharien aussi. Mon DEA et ma thèse, c'était sur l'Ouest saharien. J'ai élargi un peu l'espace vers la Mauritanie parce que je ne peux pas comprendre la culture bédane sans cette profondeur mauritanienne actuelle. Donc cet espace de bédane, donc j'étais obligé de... Donc la thèse, la recherche m'a conduit ça. Et donc, l'Université d'Agadir, c'est l'enseignement et la recherche, et transmettre surtout. J'ai accumulé, donc déjà, avant 2000, j'avais déjà publié la thèse, le CNRS, Centre national de recherche scientifique, ça et société en islam. Donc j'avais déjà édité, publié dans des revues spécialisées, mais surtout la transmission. Ça enseigner et transmettre. Et ça, donc, et en même temps, travailler avec d'autres collègues. Et pas n'importe lesquels, parce que vous m'avez dit que c'était très touchant, très intimidant, un motif de fierté, parce que vous êtes revenu enseigner aux côtés de vos anciens professeurs. Voilà. Qu'est-ce que ça vous faisait d'être à côté de Madame Rahma Bourkia ou d'autres professeurs Donc après, après Agadir, Rahal, donc fidèle toujours à mon nom. Oui. Je suis parti à Kénitra pendant 4 ans. Et 2011, j'ai changé aussi d'université. J'ai nomadisé un peu aussi à l'université de Rabat, la faculté des lettres. Et c'est là où j'ai été au département de sociologie. Là où j'ai commencé ma carrière de recherche. Et j'étais très fier parce que j'ai trouvé mon professeur الهراس سي المختار الهراس رحمه استاذ professeur Rahma Bourkia المرحوم سي الدهان les trois qui m'ont malheureusement j'ai pas trouvé Boudoudou parce qu'il n'était pas là à cette époque j'ai trouvé aussi quelqu'un que j'estime beaucoup Ben Saïd mais à ce moment-là il est déjà parti mais voilà j'avais la chance aussi de travailler avec mes professeurs. Et c'était aussi quelque chose de la carrière de quelqu'un de comment travailler à côté de ses professeurs, surtout. Après, c'était les dernières années à enseigner au département de sociologie. Après 2017, j'ai quitté la faculté des lettres pour le centre, l'Institut des études sahariennes. Entre-temps, parce qu'il y a eu une belle aventure. Oui. Ça, c'est le centre d'études sahariennes. Oui, de 2013 à 2017, c'est ça? De 2013 à 2017. Oui. Et là, c'est notre aventure aussi. Kamal Hachkar est un réalisateur documentariste que certains qualifient d'engagé, un artiste qui se pose continuellement des questions parce que nous sommes le mix et le cumul de plusieurs identités. Qui sommes-nous? Qui aimerions-nous être? Que nous ont légué nos ancêtres et qu'allons-nous léguer aux générations futures? Nous l'avons découvert avec son documentaire Tinrir Jérusalem, les échos du Mellah, son premier film, un coup d'essai, un coup de maître, qui a séduit une grande audience, qui a été primé dans de nombreux festivals. Son deuxième film, Dans tes yeux, je vois mon pays, est dans la même veine, aussi beau, aussi sincère et aussi inattendu. Une histoire de quête identitaire. Kamal Hachkar a des idées et des rêves plein la tête pour son pays, pour ses pays, le pays d'origine, le pays d'accueil et ses nombreux pays de cœur. Pourquoi vous avez décidé d'apprendre l'hébreu? Justement pour les mêmes raisons? Parce que j'aimais beaucoup cette langue, en fait, parce que j'avais vu des films d'une grande actrice marocaine d'Essaouira, Ronit El Kabetz, qui est morte, malheureusement, paix à son âme, et elle mélangeait la Darija Dielna avec l'hébreu. Et en sortant de ce film en 2005, je me suis juré, j'ai dit, je vais aller visiter la Palestine et Israël
peut-être pour retrouver secrètement les Juifs de Tinner, parce que je savais qu'ils étaient là-bas et j'avais envie d'apprendre l'hébreu. Et je découvre cette incroyable association, parce que l'arabe et l'hébreu, il faut le savoir, ce sont deux langues sémitiques, sœurs, issues de l'araméen. Et donc parler en paix a été pour moi un catalyseur. Et cette association a organisé un voyage où on rencontrait des acteurs de la société civile palestinienne et israélienne qui œuvraient à la paix, qui créaient des ponts entre ces deux communautés. Et donc, notre guide était un juif marocain, Yossi Amar, et on se retrouve dans un village druze en Galilée. Je vous raconte ça parce que c'est l'acte fondateur de mon désir de faire ce film. Au départ, un peu de temps avant, je me suis réinscrit en 3e cycle pour faire un DEA et un doctorat, pourquoi pas, sur une communauté juive berbère. Et tout d'un coup, ce voyage, je rencontre par hasard, mais moi je ne crois pas au hasard, je pense qu'il n'y a que des rendez-vous, un autre Yossi dans un village druze dont les parents étaient originaires de Tinner. Et pour moi, c'était tout d'un coup l'incarnation concrète de ce que je lisais dans les livres, dans les archives, des photos, des témoignages. Je voyais un descendant de quelqu'un dont les parents étaient nés à Tinner. Et là, j'ai vu l'émotion de tout le groupe de Parler en paix et je me suis dit, je vais faire un film. Et il y avait aussi une dimension éminemment politique parce que, évidemment, je suis aussi un intellectuel, un historien de formation, mais j'avais envie de toucher les miens, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être allés à l'école. Et je trouve et je pense que l'image, le cinéma est un outil formidable de conscientisation sur qui nous sommes, sur qui nous avons été et sur qui nous aimerions être encore aujourd'hui. Absolument, dans cette parce que c'est un film pour tout le monde et pour les gens simples. C'est un film accessible, en même temps touchant, que vous avez fait avec brio, mais avec de l'instinct et du cœur. C'est très important. Ce n'est pas tellement la technique. Quand il y a des témoignages forts et un sujet fort, la technique, ça devient secondaire. Tout à fait. Et puis moi, il y avait une volonté vraiment, j'avais envie de rendre hommage à ces petites gens, juifs et musulmans, qui nous parlaient d'un Maroc que moi je n'ai pas connu malheureusement, dont je me sentais orphelin, et qui nous racontaient avec des mots simples, avec poésie, avec profondeur, la douleur, les blessures de l'exil, de l'arrachement à la terre, des senteurs de son enfance, etc., etc. Et donc c'est à ces gens-là que j'avais envie de rendre hommage, parce qu'ils étaient l'incarnation de ce Maroc pluriel que je chéris tant jusqu'à aujourd'hui. Et nous finissons ce best-of avec une grande personnalité du monde du sport au Maroc et dans le continent, Aziz Daouda, un précurseur, un homme qui a compris très tôt au début des années 70 que le Maroc pouvait accoucher de champions, remporter des médailles et battre des records, un dénicheur de talent, un alchimiste qui a pendant de longues années transformé la sueur en or. Pendant de longues années, dans chaque médaille olympique, chaque titre mondial, chaque centième de seconde grappillé, chaque record pulvérisé, il était pour quelque chose et souvent pour beaucoup de choses. Son nom rime avec l'âge d'or de l'athlétisme marocain dans les disciplines du demi-fond, celui de l'excellence, du dépassement de soi, des victoires et des consécrations. C'est un contexte. Puis il y avait Hassan II aussi. Oui, alors j'y arrive justement. Alors ce contexte a fait que les premiers résultats nous ont fait connaître auprès de Sa Majesté. Les prémices des résultats, pas les résultats, les prémices des résultats. Et Feu Hassan II, alors en 83, bon, vous savez la fameuse photo où Hassan II tient les mains et Nawal. Beaucoup de gens pensent que c'était après les Jeux de 84. C'était en 83. Il y avait l'équipe nationale, je crois, qui jouait. Je crois que c'était une finale de Coupe du Trône. Oui, finale de Coupe. Et Hassan II était venu présider et il a demandé à décorer Nawal et Aweta à cette occasion. Donc, et quand ils sont venus, le protocole les avait placés la ligne de toutes les personnalités qui allaient être décorées, parce qu'ils n'allaient pas être les seuls à être décorés. Oui. Et quand Sa Majesté est arrivé, il a donné ses instructions, j'ai vu juste le geste, de mettre Aweta et Nawal de côté. À part. Ils les ont sortis, donc personne ne comprenait ce qui allait se passer. Et à un moment donné, c'est Sa Majesté lui-même, donc Allah yarhamou, qui a eu un geste fantastique, un geste je considère que c'est le geste fondateur de l'athlétisme, qui va marcher vers les deux, qui va se retourner vers la tribune officielle et qui va leur soulever les bras. À l'époque, Nawal n'était que demi-finaliste des championnats du monde, il n'était pas encore champion olympique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais je devine que c'est quelque chose qui a dû les booster d'une façon fantastique. Moi, en tous les cas, je me sentais plus que fier.
J'allais exploser de joie parce que c'était un geste royal extraordinaire. Est-ce qu'on n'a jamais vu Hassan II soulever le bras de quelqu'un? Oui, oui. On peut être fier d'une cinquantaine d'athlètes qui ont marqué la scène internationale, une cinquantaine d'athlètes marocains qui ont marqué la scène internationale. Oui. Bien évidemment, quand vous citez Hicham, quand vous citez Saïd, quand vous citez Nsa, etc., Hasna, vous citez les grands. Oui. Mais à côté, il y avait aussi d'autres athlètes qui ont fait notre gloire, qui nous ont permis, par exemple, de gagner des médailles au cross-country par équipe. Oui. Pour gagner une médaille par équipe, ça veut dire que vous avez derrière toute une squadre. Absolument. Véritable... Alors, quand vous êtes devenu directeur technique, comment ça se passait? Qu'est-ce qui a fait que le Maroc est devenu, on a commencé à parler de l'école marocaine de demi-fond? Vous avez des méthodes que beaucoup, de fois, n'aimaient pas. Vous étiez attaqué. D'ailleurs, comment vous avez tenu? Parce qu'à un certain moment, c'était très dur. Vous auriez pu jeter l'éponge. Ben oui, parce que est-ce qu'on est dans une société qui n'aime pas, une culture qui n'aime pas le succès, ou qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai toujours pensé qu'on était le plus grand parti contre le succès. Donc, parce que les 35 ou 36 millions de Marocains que nous sommes, nous avons eu quelques difficultés à accepter le succès et quand il ne vient pas de nous. En fait, j'accepte mon succès, mais je n'accepte pas le vôtre. Voilà, c'était quelques moments forts de la saison écoulée de l'émission 52 minutes avec. Je vous remercie pour votre fidélité, vous souhaite une belle, heureuse et paisible nouvelle année. À la semaine prochaine.